sur le podcast Bien dans mon ventre, le podcast à destination de toutes les personnes qui veulent faire la paix avec leur ventre et des professionnels de santé qui veulent approfondir la prise en charge des troubles digestifs. Je m'appelle Anne-Sophie Basquet, je suis naturopathe, formée à la micronutrition et passionnée par tout ce qui touche de près ou de loin à la digestion, au microbiote et à ce qu'on appelle le deuxième cerveau. Mon objectif, apprendre le plus de choses possibles sur tous ces sujets et vous les transmettre ensuite via ce podcast, mais aussi via des formations en ligne. Ici, chaque semaine, je vous dévoile mes dernières trouvailles et retours d'expérience en termes de santé naturelle, alimentation et hygiène de vie, pour que vous ou vos clients puissiez retrouver un ventre serein et une pleine santé physique et mentale. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. On se retrouve aujourd'hui sur le podcast Bien dans mon ventre avec l'épisode numéro 142 dans lequel nous allons parler de ces habitudes cachées qui abîment ta digestion et ta santé. Cet épisode est soutenu par Pianto, un complément alimentaire qui apporte les bienfaits de la fermentation, concentré de nutriments et riche en magnésium pour un bien-être au quotidien, dont je vous reparle en fin d'épisode. Je voulais vous faire cet épisode sur ces habitudes cachées dont je vais vous parler parce que pour prendre soin de sa santé, on pense souvent à l'alimentation. En général, c'est un peu le premier truc auquel on pense, ce qui est plutôt très bien. On pense aussi à l'exercice physique, ce qui est aussi très bien. Et on pense à la gestion du stress, qui sont bien sûr ces trois piliers. C'est les trois piliers de la naturopathie, c'est les trois piliers de l'hygiène de vie. Donc bien sûr que ce sont de très bonnes bases, absolument indispensables. Mais il y a d'autres habitudes auxquelles on ne pense pas et qui sont tout aussi importantes pour notre santé parce qu'elles peuvent vraiment venir perturber tout notre organisme. C'est un peu ce qu'on pourrait appeler une menace silencieuse mais qui est vraiment omniprésente dans notre environnement. Et ces habitudes / éléments qu'on va voir ensemble aujourd'hui, ils sont présents vraiment partout, tout autour de nous, dans notre environnement. Je pense que peut-être là, vous êtes en train de commencer à voir de quoi je veux parler, sinon je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Je veux parler notamment des perturbateurs endocriniens, des polluants éternels, de ces substances un peu toxiques qui nous entourent en permanence, comme par exemple le bisphénol A, les phtalates, les parabènes, les pesticides, les PFAS, etc., etc. L'idée, c'est pas de vous faire un cours magistral sur comment ces perturbateurs endocriniens vont impacter la santé, même si dans quelques secondes, je vais vous expliquer quand même pourquoi, mais l'idée de cet épisode, c'était vraiment de rappeler un peu les petites habitudes ou les éléments auxquels on fait pas forcément attention et qui pourtant impactent vraiment notre santé au quotidien. Dans l'idée toujours de vous transmettre un petit peu ce que moi j'ai pu glaner au fur et à mesure de mes investigations, les petites choses en fait dont je me suis rendu compte, dont beaucoup de personnes n'ont encore pas conscience, ce qui est tout à fait ok, parce que moi il y a quelques années j'en avais aucunement conscience, donc l'idée c'est un petit peu de lever le voile un petit peu sur tout ça. Donc ces perturbateurs endocriniens et compagnie, ils engendrent bien sûr des perturbations sur le système hormonal, d'où le nom perturbateur endocrinien, ce qui peut provoquer des troubles entre gros guillemets légers tels que endométriose, SOPK, SPM, etc. Je mets entre gros guillemets légers parce que pour moi c'est quand même des troubles qui sont importants, mais dans le sens où effectivement ça va être moins grave que des choses qui peuvent aussi être engendrées par les perturbateurs endocriniens, donc des troubles plus graves comme une augmentation du risque de cancer hormonodépendant notamment. Donc voilà, il y a pas de, je fais pas une hiérarchisation en disant ça va, l'endométriose c'est pas grand chose. Étant moi-même concernée, je sais à quel point ça peut être quand même vraiment pas cool au quotidien et avec quand même beaucoup de conséquences. Mais voilà, en gros, les perturbateurs endocriniens, ils peuvent engendrer des troubles et des conséquences qui peuvent aller de moins grave à vraiment très grave, puisqu'ils peuvent carrément être mortels. Mais c'est pas tout, il faut savoir que les perturbateurs endocriniens, ils jouent aussi un rôle sur le métabolisme en augmentant notamment le risque de diabète, de syndrome métabolique, d'hypertension, etc., etc. Ils vont perturber aussi la thyroïde, le système nerveux, le système digestif, bien sûr, j'aurais même dû le mettre en premier, même si c'est plus, l'impact va pas forcément être ressenti sur le système digestif, mais les perturbateurs endocriniens, les polluants, les toxines, etc., tout ça, ça va impacter notre système digestif, notamment la muqueuse intestinale, ce qui ensuite va engendrer pas mal d'autres problèmes. Mais voilà, globalement, ces perturbateurs endocriniens et compagnie, je regroupe un peu tout ça sous le nom de perturbateurs endocriniens, puisque finalement leur action est quasiment toute un peu la même. Donc bref, tout ça, ça fait un joyeux
joyeux cocktail toxique qui nous entoure au quotidien si on n'y fait pas attention. Et j'ai envie de dire, même en faisant attention, on est quand même exposé. Aujourd'hui, c'est quasiment impossible de ne pas du tout être exposé à ces substances puisqu'elles sont présentes absolument partout. Mais en partant de ça, ça veut pas dire qu'il faut se dire ah bah du coup on peut rien y faire donc tant pis, YOLO, ne faisons rien, parce qu'on peut quand même fortement limiter leur impact. Parce qu'il y a aussi cette notion qu'il faut avoir en tête, c'est la notion d'effet cumulatif. C'est-à-dire que même en fait des toutes petites doses de ces substances vont s'accumuler dans le corps et même parfois des toutes petites doses vont être même parfois plus toxiques que des grosses doses. Alors là non plus il faut pas se dire oh bah super je vais boire du Destop carrément pour bien me blinder par rapport à tout ça. Bien sûr que non, mais en tout cas voilà il y a quand même cette notion d'effet cumulatif et donc tous les petits gestes qu'on va pouvoir mettre en place pour essayer de limiter l'impact et en tout cas l'exposition à ces perturbateurs endocriniens va quand même faire une énorme différence puisque sinon on est un peu exposé de manière invisible mais constante à tout ça. Donc l'idée c'est aussi de voir ce qu'on peut faire pour limiter. L'idée c'est pas de vous faire peur ou de plomber l'ambiance, même si j'imagine que là j'ai quand même un peu plombé l'ambiance. Honnêtement moi-même quand j'ai commencé à me renseigner sur tout ça, il y a un moment j'ai failli basculer dans une espèce de psychose de me dire mais en fait il faudrait vivre dans une espèce de bulle aseptisée pour rester en bonne santé. Bon l'idée c'est pas ça, c'est pas de devenir complètement parano par rapport à tout ce qui nous entoure, mais l'idée c'est vraiment d'attirer votre attention sur des petits gestes qu'on fait tous et toutes au quotidien et qui peuvent insidieusement être vraiment toxiques pour nous et du coup bien sûr de vous donner un peu des alternatives, des choses qu'on peut mettre en place pour vraiment limiter son exposition aux perturbateurs endocriniens et réussir justement à éviter d'avoir trop d'impact par rapport à ça. Même si je sais que comme pour beaucoup de choses, ce qui est assez difficile c'est que on ne ressent pas les effets néfastes immédiatement. Le problème entre guillemets avec les perturbateurs endocriniens c'est que c'est pas comme quand on est exposé à un truc poison ou vraiment toxique de manière immédiate ou un truc où on le prend, on sait que c'est pas bon pour nous parce qu'on en ressent les effets immédiatement. Bon là c'est assez facile de se tenir à l'écart de ça. Le problème de ça, des perturbateurs endocriniens, c'est que les effets se voient pas immédiatement, c'est des choses qui se font plutôt à long terme. Donc je sais que c'est parfois difficile de se sentir concerné, mais vous allez voir que je pense qu'avec ce que je vais vous dire dans cet épisode, ça devrait quand même vous permettre de modifier pas mal de choses dans votre vie et d'avoir la satisfaction de vous faire moins de mal à la santé et du coup d'éviter quand même beaucoup de conséquences à long terme. Donc voyons un petit peu où ils sont ces perturbateurs endocriniens et ce que l'on peut modifier facilement au quotidien pour limiter son exposition. Donc je pourrais pas vous faire une liste exhaustive parce que vraiment il faut partir du principe qu'ils sont présents à peu près partout, mais on va voir un peu les gros éléphants dans la pièce, comme on dit, les grosses choses sur lesquelles vraiment on peut avoir un impact, des choses qu'on fait au quotidien. Donc premier élément, bien sûr, c'est l'alimentation que l'on va consommer. Il faut savoir que l'alimentation, c'est un des premiers vecteurs d'exposition aux perturbateurs endocriniens, de par notamment les résidus de pesticides dans les fruits, dans les légumes, dans les céréales par exemple, aussi via les additifs dans les produits ultra transformés, etc. L'idée, encore une fois, c'est pas de vous faire une liste méga exhaustive, je pense que ça, si vous cherchez sur internet, vous allez pouvoir trouver, mais l'idée c'est de vous donner surtout un peu des astuces, des choses à faire pour essayer justement de les éviter. Donc par rapport à l'alimentation, l'idéal étant évidemment de manger bio ou en culture raisonnée ou au moins, si possible, local et de saison. Tout ça pour éviter d'ingurgiter des résidus de pesticides et autres substances toxiques qui font partie bien sûr des perturbateurs endocriniens. Et ça, sur le papier, ça a l'air très facile et quand je dis ça, on se dit bah oui, bien sûr, c'est évident. Sauf que aujourd'hui, il y a encore énormément de personnes pour qui l'alimentation bio, c'est pas forcément un réflexe, pour qui c'est pas forcément un avantage perçu, qui disent ouais, ça change rien de manger bio ou pas bio, de toute façon c'est la même chose. Moi je suis pas là pour juger, il y a encore quelques années je mangeais pas du tout bio et j'avais justement ce discours de dire franchement le bio faut arrêter, c'est bon, ça ou pas bio c'est la même chose, etc. Bon c'était il y a quand même de nombreuses années mais j'ai quand même eu ce discours là, donc l'idée c'est pas du tout de juger, c'est vraiment de rappeler qu'il y a vraiment une réelle différence entre le bio et le pas bio. Ce qui ne veut pas dire que le bio est tout à fait parfait et tout à fait exempt de problématiques, pas du tout, et je sais qu'il y a eu pas mal de reportages disant que même dans le bio il y avait quand même des résidus de pesticides, etc. L'idée c'est pas de faire un match entre les deux, c'est simplement de dire que malheureusement le bio est quand même moins pire, je sais que ça ne se dit pas mais vous comprenez l'idée, donc effectivement ça fait une grande différence, surtout qu'on mange quand même 3 fois par jour,
4 fois pour les personnes qui prennent un goûter comme moi. Donc en fait c'est vraiment quelque chose qui va être hyper important et qui va vraiment faire une différence puisque l'alimentation, encore une fois, c'est un des premiers vecteurs d'exposition aux perturbateurs endocriniens. Donc vraiment, je vous encourage fortement, si c'est pas encore le cas aujourd'hui, à essayer de manger le plus bio possible ou en culture raisonnée et le plus local et de saison possible. Je sais qu'au niveau des coûts, il y a une vraie différence entre le bio et le pas bio. Je sais que c'est une vraie problématique et je suis pas là pour rentrer non plus dans ce débat ou pour vous dire vous avez qu'à moins vous acheter de vêtements et manger plus bio. Je suis pas là pour ça, je suis simplement là pour essayer de remettre une petite pièce dans la machine du bio pour vous dire voilà, le bio c'est quand même bien et ça permet quand même de beaucoup moins s'exposer aux résidus de pesticides, etc. Le deuxième élément qui est aussi un énorme facteur d'exposition aux perturbateurs endocriniens, c'est l'eau que l'on boit. Il faut savoir que l'eau du robinet, elle contient malheureusement un bon nombre de PFAS et autres polluants. L'eau du robinet, effectivement, elle est saine d'un point de vue bactérien pour la consommation, c'est ça l'objectif. L'eau du robinet, l'idée c'est simplement qu'elle ne nous amène pas des bactéries nocives ou des virus, des choses comme ça. En revanche, il y a beaucoup de PFAS, de polluants, etc. qui sont tolérés dans l'eau du robinet, puisqu'ils sont pas problématiques d'un point de vue immédiat. Donc voilà, ça c'est pas moi qui l'invente, hein. Vous pouvez chercher les infos, il y a pas mal d'infos sur ça. Je sais que c'est compliqué du coup parce que en France on a effectivement cette chance, comme dans de nombreux pays, mais c'est pas le cas partout, on a cette chance d'avoir de l'eau potable au robinet, ce qui est quand même juste incroyable, et ça il faut quand même le célébrer. On a tendance aussi à le prendre pour acquis, mais il y a quand même tellement de pays où ils peuvent pas du tout boire l'eau du robinet. Donc l'idée dans ces cas-là, c'est quoi? C'est pas de se dire on va arrêter de boire, c'est pas possible. C'est pas forcément de se dire je vais boire que de l'eau en bouteille en plastique, même si ça peut être une alternative, mais clairement il y a cette problématique du plastique qui est quand même pas du tout géniale, d'un point de vue écologique, mais aussi d'un point de vue santé. Le plastique, on va le voir après, mais contient aussi quand même beaucoup de perturbateurs endocriniens. L'idéal étant effectivement d'avoir un système de filtration efficace, soit à la source d'arrivée d'eau de votre logement, si c'est possible, soit un dispositif qu'on remplit d'eau du robinet pour la filtrer. Moi personnellement c'est ce que j'ai. J'ai une fontaine à eau de la marque Berkey. Je ne fais pas de pub pour eux. Il en existe plein des différentes. N'hésitez pas à vous renseigner sur savoir ce qui sera le mieux aussi pour vous, en termes de budget aussi, voilà. Mais effectivement, moi, c'est un dispositif que j'ai depuis 5 ans maintenant. Voilà, la mienne, je crois qu'elle fait 12 litres, un truc comme ça. Donc il faut remplir d'eau du robinet. Donc oui, certes, ça peut être un peu contraignant, parce qu'il faut à chaque fois la remplir, et ensuite ça filtre l'eau, et ça enlève une grande partie des polluants, des résidus de médicaments aussi, qu'il y a aussi dans l'eau. Voilà, donc tout ça, c'est des choses qui peuvent s'envisager. Moi, je crois que la mienne, à l'époque, elle coûtait dans les 300-350 €. Donc c'est quand même un investissement, mais après, il faut changer les filtres, je crois, tous les... alors ça dépend de votre consommation, mais moi, je crois que j'avais calculé, ça faisait à peu près tous les 5 ans. Donc là, cette année, je vais justement changer les filtres. Donc là, c'est de nouveau un petit investissement, mais depuis 5 ans, je n'ai rien réinvesti dessus. C'est-à-dire que je l'ai acheté une fois, et maintenant, j'ai plus qu'à changer les filtres. Bon, c'est clairement les filtres qui coûtent le plus cher, mais voilà, si on remet lissé sur 5 ans, ça va encore. Donc voilà, à vous de trouver ce qui vous convient le mieux, mais effectivement, l'eau du robinet, on a cette immense chance qu'elle soit potable. Malheureusement, d'un point de vue polluant, PFAS, perturbateur endocrinien, c'est pas génial. Donc effectivement, l'idéal, c'est de se trouver un petit système de filtration. Un troisième point, une troisième habitude aussi, et qui nous expose beaucoup aux perturbateurs endocriniens, c'est les contenants que l'on utilise, notamment pour les choses alimentaires. Je vois encore trop de personnes, notamment dans mon coworking, réchauffer des plats au micro-ondes dans des barquettes en plastique. Je me retiens très fort à chaque fois de ne rien dire, vraiment je me concentre et je me dis tais-toi, dis rien, tu n'es pas là pour faire ta relou, même si en fait je pense que je devrais leur dire parce que la plupart sont sûrement juste pas au courant. Mais vraiment, d'une manière générale, il faut essayer d'éviter le plastique à tout prix, qui contient souvent du bisphénol A ou d'autres bisphénols qui sont encore autorisés pour le moment, parce que normalement le bisphénol A, il est interdit, mais sauf qu'il n'y a pas que le bisphénol A, il y en a plein d'autres qui sont encore autorisés pour le moment parce qu'on n'a pas encore prouvé que c'était mauvais pour la santé.
ce n'est qu'une question d'années a priori, et qui migrent dans les aliments, particulièrement les aliments gras, puisque c'est vraiment dans le gras que vont vraiment se stocker principalement ces polluants éternels, on va dire, et ces perturbateurs endocriniens. Donc déjà, d'une manière générale, il faut essayer d'éviter le plastique, sans non plus, encore une fois, en faire une psychose. Enfin, je veux dire, moi, ça m'arrive aussi d'acheter du houmous, par exemple, qui est dans un emballage en plastique. Bon, voilà, je ne m'interdis pas ce genre de choses, mais il faut essayer de l'éviter au maximum, et surtout, il faut particulièrement éviter de réchauffer un aliment en contact avec du plastique. Alors, encore plus au micro-ondes. Je ne suis pas là pour faire le procès du micro-ondes, mais on pourra y revenir éventuellement. Mais vraiment, le fait de réchauffer un aliment en contact avec du plastique, là, c'est la meilleure façon pour que le bisphénol ou les autres perturbateurs endocriniens migrent dans l'alimentation, parce que la chaleur va faire qu'effectivement, ça va migrer encore plus. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à éviter. Et il faut aussi éviter de stocker un aliment dans un contenant en plastique. En gros, plus l'aliment sera en contact pendant longtemps avec le plastique et plus l'aliment sera chauffé au contact du plastique, plus il y aura une migration des perturbateurs endocriniens. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Bah effectivement, on préférera idéalement des contenants en verre ou en inox. Moi par exemple, à la maison, je n'ai que des contenants en verre, que ce soit des formats Tupperware. Donc effectivement, le couvercle est en plastique, mais en général, le couvercle n'est pas en contact avec les aliments que je mets dedans. Donc voilà, donc du coup, ils sont en contact que avec le récipient qui est en verre, ou alors j'utilise aussi des bocaux en verre avec un couvercle en inox. Voilà, même si, encore une fois, en général, les aliments sont pas en contact avec le couvercle, mais voilà, donc moi, depuis des années, je n'ai plus que ça, des contenants effectivement en verre, ou alors en inox, parce que je sais que le verre, ça peut être un petit peu contraignant à transporter, notamment parce que c'est lourd, et puis ça casse, donc si par exemple, je dois m'emmener mon déjeuner, soit je le mets dans un truc en verre, en me disant, bon, c'est quand même, en général, c'est quand même des trucs assez épais, assez résistants, ou alors dans un contenant en inox, et voilà, ça me permet de transporter et que ce soit moins lourd. Donc ça vraiment, si vous ne l'avez pas encore fait, si chez vous vous avez encore, comme c'était mon cas il y a longtemps, des boîtes en plastique dont en plus vous ne savez plus quel couvercle va sur quelle boîte, parce qu'à chaque fois c'est toujours un immense bazar dans le placard ou dans les tiroirs dans lesquels ils sont stockés, eh bien vraiment faites-vous ce cadeau, allez chez Ikea par exemple, encore une fois je suis pas là pour faire leur pub, mais c'est quand même assez pratique, vous achetez des contenants en verre avec des couvercles en plastique, hein, c'est ok tant que les aliments sont pas en contact, et vous stockez ça dans votre tiroir et c'est hyper satisfaisant d'avoir tous les mêmes contenants et tous les mêmes couvercles qui vont tous les uns avec les autres, et ça c'est absolument hyper satisfaisant, vraiment je vous le conseille. Un autre point important aussi, c'est les cosmétiques qu'on utilise. Il faut savoir que dans beaucoup de cosmétiques, mais particulièrement dans le maquillage waterproof notamment, qui dit waterproof dit PFAS, quasiment systématiquement. Ça c'est quelque chose dont je n'avais pas du tout la notion jusqu'à l'année dernière je crois. Mais tout ce qui est effectivement waterproof contient des PFAS, puisque les PFAS vont justement permettre de donner ce côté résistant à l'eau, principalement à l'eau, hein, waterproof c'est quand même globalement ça, et c'est encore pire par rapport aux rouges à lèvres, puisque les rouges à lèvres on va quand même en ingérer une partie, sans s'en rendre compte, hein, mais on met ça sur les lèvres, donc effectivement c'est mathématique, hein, il y a une partie qu'on va ingérer. Mais c'est aussi le cas avec les ongles en gel par exemple, ou les faux ongles, ou voilà, tous les vernis en gel, là, les vernis semi-permanents, le vernis à ongles d'une manière générale, les colorations pour cheveux, surtout les trucs de couleur flashy, rose fluo, etc. Et voilà, le problème c'est que aujourd'hui il y a encore tellement de personnes qui portent ce genre de choses sans se poser la question de la composition et de l'impact sur la santé. Et je dis ça vraiment sans jugement parce que j'ai longtemps fait partie de ça. Bien sûr que le maquillage waterproof c'est hyper pratique. Moi j'étais la première à mettre du rouge à lèvres waterproof, le truc qui tient toute la journée, il n'y a pas besoin d'y retoucher, mais qui ne rêve pas de ça, bien sûr. Donc vraiment, encore une fois, il n'y a pas de jugement quand je dis ça parce que j'ai longtemps fait partie de ça. L'idée c'est pas forcément de ne plus utiliser du tout de cosmétiques, hein, vraiment pas, sauf si c'est votre envie, mais c'est simplement de choisir des cosmétiques qui vont être vraiment clean, qui vont être 100% naturels et qui vont vraiment être exempts de perturbateurs endocriniens. Il existe quand même aujourd'hui une multitude de cosmétiques de ce type-là qui sont tout aussi bien que leur équivalent bourrés de PFAS. Je sais que c'était pas le cas il y a quelques années, moi quand j'avais commencé un peu à m'intéresser à tout ça, j'avais essayé de migrer vers du maquillage bio, etc. Honnêtement, c'était un peu la cata en termes de tenue, en termes de texture, en termes même de couleur.
Franchement, c'était pas joli, surtout en passant d'un truc waterproof hyper chimique qui tient toute la journée, que ça nous fait une tête un peu de poupée, parce qu'effectivement ça floute un peu tout, même les fonds de teint par exemple qui contiennent plein de silicone, etc. Bah oui, du coup c'est pas vraiment notre peau qu'on voit. Donc forcément en passant de ça au bio, c'était un petit peu le choc technique. Mais aujourd'hui quand même c'est plus du tout le cas. Il y a beaucoup de marques qui font des cosmétiques qui sont complètement clean, 100% naturels, voilà. Et moi personnellement j'ai remplacé tous mes cosmétiques en passant de la crème hydratante, visage, corps, des shampoings, gel douche, dentifrice, maquillage, que sais-je, par des versions clean. Et honnêtement c'est un vrai plaisir de les utiliser parce que vraiment aujourd'hui les technologies entre guillemets se sont quand même beaucoup améliorées et en plus je sais que du coup je ne m'abîme pas la santé et ça c'est quand même un énorme kiff au quotidien. C'est un peu, vous savez, ma petite fierté quoi, mon petit truc un peu de et ben moi je fais du bien à ma santé. Ça me fait du bien, écoutez, ne me jugez pas. Pour ce qui est du vernis, ça j'avoue que c'est un peu mon point faible. Personnellement j'en utilise très peu maintenant, alors que j'adore ça, je trouve ça très très beau, des ongles bien faits. Alors moi je suis plutôt team ongles courts, j'ai vraiment beaucoup de mal avec les ongles longs, voire les ongles très très longs, comme c'est un peu la mode en ce moment, ça me donne des frissons rien que d'en parler. Mais voilà, j'en utilise très peu, déjà parce que souvent j'ai la flemme d'en mettre, parce qu'il faut le mettre comme il faut, attendre que ça sèche, etc. Bref, j'ai pas le temps. Voilà, et surtout il faut savoir que même les versions, encore une fois entre guillemets, moins pires, c'est jamais du 100% clean, c'est quasiment impossible en fait avec un vernis à ongles. Donc il y a des marques qui font les choses quand même mieux et qui ont des choses qui sont beaucoup moins toxiques que les vernis classiques, mais voilà, ça restera quand même quasiment impossible d'avoir un vernis qui soit 100% clean. Il m'est arrivé aussi de me faire du vernis semi-permanent en institut. Alors en général quand je le fais, je vais dans des endroits qui utilisent des produits, encore une fois entre guillemets, moins pires, mais honnêtement je sais que c'est pas du tout l'idéal et d'ailleurs à chaque fois j'ai beaucoup d'empathie pour les personnes qui travaillent là et qui elles sont exposées à longueur de journée à ces produits toxiques, qui portent pas de masque, voilà, qui se protègent pas du tout. Voilà, ça me fait un peu mal au cœur, mais du coup c'est pour ça que voilà, je le fais. Ça fait très longtemps que je n'ai pas effectivement je me suis pas fait poser du vernis semi-permanent, alors que pourtant vraiment j'adore avoir les ongles faits, je trouve ça tellement beau, mais je connais aussi trop l'impact sur ma santé, donc pour moi ça reste vraiment quelque chose que je fais quand voilà, j'en ai vraiment hyper envie, ou quand il y a une occasion spéciale, et je le fais vraiment en conscience en me disant bon ok c'est pas génial, mais là, ok, ça te fait super plaisir, vas-y, fais-le, mais c'est pas quelque chose que je fais de manière systématique sans me poser la question en fait. C'est aussi ça l'idée, c'est pas forcément de se dire bon bah du coup j'arrête tout, c'est de se dire ok bah je sais ce qui est bon et ce qui est moins bon, et du coup bah ce qui est moins bon, je choisis de le faire un petit peu en conscience, de manière beaucoup plus rare que ça a pu être le cas. C'est un peu comme l'alimentation, je trouve qu'il y a un peu ce principe du 80-20. 80% du temps je fais les choses hyper bien et 20% du temps je me lâche un peu la grappe. Même si honnêtement, pour les perturbateurs endocriniens, malheureusement même les 20% peuvent déjà être suffisants pour vraiment nous pourrir la santé. Idéalement il faudrait faire du 100%, mais encore une fois c'est juste pas possible. Donc l'idée c'est aussi de trouver un peu un équilibre par rapport à tout ça. Ensuite, autre secteur dans lequel il y a énormément de perturbateurs endocriniens, ça va être tout ce qui est parfum, bougies et désodorisants d'intérieur. Il faut savoir que la plupart, et quand je dis la plupart, je pense que c'est 99%, sont bourrés de perturbateurs endocriniens. Honnêtement, je ne comprends même pas comment ils ont le droit d'être commercialisés, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et pourtant, il existe une multitude d'alternatives clean à utiliser quand même avec modération, parce que même un parfum naturel, etc., n'est jamais sans conséquence non plus quand même sur le système respiratoire, etc. Donc l'idée c'est pas de se dire ah bah super, j'achète que des trucs super clean et je bourre mon intérieur de bougies, de parfums, de pchit désodorisants, tout ça parce que c'est naturel. L'idée c'est quand même surtout d'aérer son logement le plus possible, parce qu'en fait il y a beaucoup de polluants qui s'accumulent dans l'air intérieur, et il y a plusieurs études qui ont montré aussi que l'air intérieur est parfois plus pollué que l'air extérieur, parce que effectivement il y a beaucoup de ces perturbateurs endocriniens qui sont présents dans nos intérieurs, et si on n'aère pas suffisamment son environnement, bah ça s'accumule, et donc on respire un espèce de petit cocktail de perturbateurs endocriniens. Donc plutôt que de mettre des parfums et des bougies et des désodorisants à gogo, bah l'idée c'est déjà d'aérer beaucoup, et puis effectivement de choisir quand même des alternatives les plus clean possibles. J'avoue que voilà, moi je vois encore aussi beaucoup chez des gens dans les toilettes par exemple, il y a un truc, alors je vais pas citer de marque, mais un truc bien chimique de supermarché bourré de perturbateurs endocriniens.
Alors que vraiment, encore une fois, il existe beaucoup d'alternatives aujourd'hui qui sont beaucoup plus clean, beaucoup moins toxiques, même si encore une fois tout ça c'est à utiliser, je trouve, avec modération. Tant qu'on reste dans la maison, il y a aussi la catégorie des produits d'entretien de la maison, les trucs rose fluo pour dégraisser, les produits miracles qui agissent en moins d'une seconde, etc. Tout ça c'est bourré de perturbateurs endocriniens, alors que là aussi il existe également des alternatives simples, non néfastes. Alors certes, ça va peut-être prendre 5 minutes au lieu de 30 secondes pour dégraisser vos plaques de cuisson, mais ça vaut quand même vraiment le coup parce que l'impact sur la santé, il est clairement non négligeable. Donc voilà, ça c'est un peu aussi une autre catégorie quand même assez touchy. Une autre grosse catégorie dont on a beaucoup entendu parler dernièrement, c'est les matériaux de cuisine, notamment anti-adhésifs, notamment les revêtements Téflon. Bon bah ça c'est plein de PFAS, j'en parlais dans un autre épisode, donc je vous mets le lien en description de celui-ci, où je faisais vraiment un focus sur justement les PFAS et notamment le matériel de cuisine, même s'ils sont pas présents loin de là que dans le matériel de cuisine. Mais voilà, idéalement, on essaie de trouver des choses qui sont en inox, qui sont pas, ou en céramique, voilà, qui ne contiennent pas des revêtements en téflon. Parce que comme je le disais dans l'autre épisode, c'est vrai que moi, quand j'étais petite, j'ai toujours entendu, notamment ma maman qui me disait, fais attention de pas rayer la poêle parce que sinon, ça devient cancérigène. Et ça me paraissait normal d'entendre ça. À aucun moment, je me suis dit, peut-être qu'on devrait arrêter d'utiliser cette poêle, non ? Enfin, alors que déjà dans cette phrase, il y a un truc qui va pas, puisque bien sûr qu'une poêle en revêtement Téflon, elle va être rayée à un moment ou un autre. Ça fait partie de l'utilisation qu'on en a. On fait pas toujours hyper attention. Et en fait, même sans rayer la poêle, à partir du moment où ça chauffe et que c'est en contact avec l'aliment, il y a une migration des PFAS dans les aliments. Donc voilà, idéalement, je sais que c'est moins fun, c'est beaucoup moins fun de cuisiner avec des choses en inox, des trucs qui sont pas en revêtement anti-adhésif. Ça demande en tout cas une transition. Moi personnellement, j'ai fait la transition l'année dernière. Au début, j'ai bien galéré. Maintenant c'est bon, je gère beaucoup mieux le truc. Mais encore une fois, voilà, c'est des choses dont on se sert absolument tous les jours, à partir du moment où on cuisine un tout petit peu. Donc c'est des choses qui sont vraiment importantes. Un autre point, j'en arrive à peu près à la fin de ma liste, qui encore une fois sera pas exhaustive, mais là j'essaie vraiment de déterrer un peu les gros trucs. Un autre point important, c'est les vêtements et les textiles. La plupart en fait des vêtements contiennent des traitements chimiques qui vont par exemple avoir des retardateurs de flammes dans les tissus, dans les meubles, dans les vêtements de travail, ou des produits anti-taches ou imperméabilisants, ou dans les teintures et les finitions. Souvent elles contiennent des métaux lourds ou des perturbateurs endocriniens, notamment quand on utilise vraiment des vêtements de la fast fashion, qui sortent des vêtements toutes les 48 heures limite, et en utilisant des choses qui sont pas du tout bonnes ni pour l'environnement ni pour notre santé. En général, les matériaux utilisés sont pas du tout de qualité, c'est des choses qui sont pas du tout réglementées. Et ça, malheureusement, c'est des choses qu'on porte au quotidien sur nous aussi, des vêtements, à moins que vous viviez tout nu, ce qui est aussi votre choix. Donc c'est des choses qui quand même sont des choses qui nous impactent, c'est pas une fois dans l'année, quoi. C'est vraiment des choses, tous les jours, on met des vêtements sur nous, donc l'idée c'est quand même d'avoir des vêtements qui ne nous empoisonnent pas. Donc là, il y a aussi beaucoup d'alternatives qui existent aujourd'hui. L'idéal, c'est de choisir des matières les moins chimiques possibles, donc plutôt des matières naturelles comme le coton, le lin, etc. Et puis aussi de choisir des textiles certifiés comme avec des labels comme Oecotex ou GOTS ou etc. Même si ces labels, ils ont aussi leurs limites, mais voilà, ça garantit déjà, encore une fois, un peu du moins pire, ce qui est déjà beaucoup mieux que rien. Donc voilà, que ce soit pour les vêtements, pour les meubles, voilà, tout ça j'en parlais aussi un petit peu dans mon autre épisode sur les PFAS. Et puis enfin, dernière catégorie un peu fourre-tout, il y a aussi bien sûr les médicaments. Bon là ce serait trop long de vous exposer tout, mais dans beaucoup de médicaments il y a des polluants, des perturbateurs, etc. Notamment dans les additifs. Les jouets en plastique, que ce soit pour les enfants, pour les animaux, les gobelets aussi de boissons à emporter. Souvent on se dit je vais prendre un café à emporter, c'est dans un gobelet en carton donc tout va bien, sauf que l'intérieur du gobelet en fait est recouvert d'une petite pellicule de plastique pour éviter que le liquide ne passe à travers le carton et qu'il fuit partout, que vous en ayez plein les mains. Donc il faut savoir que aussi les gobelets de boissons à emporter, la plupart contiennent du plastique, donc des perturbateurs endocriniens. Donc là idéalement il faut amener son petit thermos soi-même. La plupart des cafés font en plus une petite réduction si on arrive avec notre propre gobelet à emporter. Bon c'est pas toujours le cas, mais quand c'est fait c'est toujours chouette. Donc voilà, je m'arrête là un petit peu pour cette liste qui encore une fois malheureusement n'est pas exhaustive. Et avant de conclure, je voulais quand même dire que je sais que ça fait beaucoup et
Honnêtement, il y a une partie de moi qui a vraiment envie de dire franchement c'est méga relou de devoir faire attention à tout et ça m'énerve, et si j'ai envie de me mettre du vernis et d'allumer une bougie senteur arc-en-ciel, d'abord je fais ce que je veux. Vraiment, quand j'ai commencé à me renseigner sur tout ça, ça a été un peu ma première réaction de dire mais en fait on peut plus rien faire, on peut plus vivre, franchement c'est relou, j'étais vraiment en colère. Sauf que, en réalité, si je suis un peu objective, et surtout maintenant que je me suis vraiment renseignée sur tout ça, je ne sais que trop bien l'impact que ça a sur ma santé, et que ça vaut vraiment la peine de se pencher sur le sujet et de choisir des options clean. Je sais que, encore une fois, comme je l'ai dit au début, c'est pas toujours évident parce qu'on ressent pas les effets néfastes immédiatement, donc c'est difficile de se projeter un peu et de se dire bon, je fais ça maintenant pour ma santé dans le futur et la santé aussi de mes enfants, parce qu'il faut savoir que ça se transmet aussi sur plusieurs générations, malheureusement, ces petits polluants. Ils sont, quand on dit des polluants éternels, dans éternel, il y a éternel, voilà, donc ça veut dire qu'ils restent là beaucoup plus longtemps que nous. Donc voilà, comme je vous disais, moi personnellement, je suis déjà concernée par l'endométriose, peut-être à cause de mes années à réchauffer des plats dans des barquettes en plastique au micro-ondes, à mettre du maquillage waterproof et à manger ultra transformé, et à utiliser des produits rose fluo pour nettoyer ma cuisine. Bon bah voilà, c'est comme ça, hein. Mais voilà, du coup, depuis que je sais que je suis déjà concernée par ça, j'avoue que ça m'a encore plus donné envie de faire attention, et depuis plusieurs années je fais vraiment super attention à tout ça, mais du coup je l'ai vraiment pris comme une satisfaction, c'est-à-dire que je me dis pas genre ah flûte, je peux pas m'acheter cette bougie senteur licorne des bois, je suis obligée d'acheter un truc bio juste senteur je sais pas senteur coton frais. Mais en fait, et là je vous donne l'exemple pour la bougie, mais en vrai ma problématique elle est surtout sur les cosmétiques, les vêtements, etc. Mais du coup j'en tire vraiment plus de satisfaction à me dire que je fais ce qu'il faut pour ma santé, que j'évite de polluer déjà la terre, mais aussi mon corps, et aussi potentiellement de mes futurs enfants, puisqu'encore une fois l'impact il se joue sur plusieurs générations, plutôt que de choisir la facilité. Parce que oui, c'est sûr que c'est plus facile d'attraper un produit en supermarché et de se laisser un peu avoir par le marketing coloré et prometteur, plutôt que de chercher une alternative saine. C'est sûr que ça demande plus d'efforts, mais voilà, moi ce qui m'aide vraiment, c'est que au quotidien, je suis hyper contente de faire tout ça et de me dire qu'autour de moi, j'ai quand même des choses qui sont beaucoup moins nocives que la plupart des choses que l'on trouve dans un supermarché par exemple. Alors au début, ça m'a demandé pas mal d'efforts de faire toutes ces recherches, etc. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile parce qu'en fait, j'ai trouvé ma routine, j'ai trouvé, voilà, je change pas de cosmétiques, de vêtements, etc. Tous les jours. Enfin, je veux dire, je vais pas refaire entièrement ma garde-robe, refaire ma salle de bain, etc. Donc j'ai un peu mes routines, donc maintenant c'est beaucoup plus facile. Et puis déjà, aussi un point, c'est que je vais plus en supermarché, je fais mes courses que en magasin bio depuis plusieurs années. Donc j'ai moins à me prendre la tête parce que la plupart des polluants et perturbateurs endocriniens, ils sont interdits ou très limités en bio. Alors pas tous, hein. Encore une fois, le bio c'est pas forcément la panacée, ça veut pas forcément dire que c'est pas du tout, il y a pas du tout d'éléments toxiques ou quoi que ce soit, mais au moins j'avoue que ça m'évite de passer 3 heures au rayon produits d'entretien à analyser toutes les étiquettes au supermarché et me dire attends mais ça c'est quoi, c'est un perturbateur endocrinien ou pas. Donc voilà, je sais que tout le monde ne peut pas faire ses courses en bio, c'est vraiment une question de choix, hein. Moi je sais que c'est un gros budget effectivement dans mon budget mensuel, mais voilà, c'est un choix que j'ai fait, que ce soit pour l'alimentation ou pour le reste. Donc l'idée c'est pas forcément de dire c'est l'unique solution et voilà, il faut de toute façon faire ça. Mais en tout cas j'espère qu'avec tout ce que je vous ai donné dans cet épisode, ça aura pu peut-être vous donner des pistes, des idées, des réflexions, des choses sur lesquelles vous pouvez vous dire pour vous ou pour vos clients, là peut-être que je peux un peu changer les choses. Et franchement il faut y penser, que ce soit pour vous ou pour vos clients, encore une fois, parce que une exposition trop intense à ces perturbateurs endocriniens peut vraiment être nocive, et parfois il y a des gens qui vont vraiment se concentrer à fond sur, encore une fois, les 3 piliers, l'alimentation, la gestion du stress, l'exercice physique, mais qui vont être entourés au quotidien de substances hyper nocives. Donc je dirais pas que du coup ça sert à rien de se concentrer sur les 3 piliers, bien sûr que non, mais c'est un peu dommage de ne pas pousser la démarche jusqu'au bout, parce que finalement on va quand même continuer à s'empoisonner quoi qu'il arrive, alors que, vous l'avez vu, j'espère avoir pu vous transmettre ça dans cet épisode, il suffit parfois de petits gestes au quotidien pour limiter son exposition, même si on pourra jamais tout éviter, mais on peut quand même faire une énorme différence, à la fois pour soi, pour sa famille, pour notre descendance aussi, mais aussi pour l'environnement. Donc voilà, j'espère avoir pu vous transmettre tout ça.
Et comme convenu, je voulais vous reparler du Pianto, donc ce complément alimentaire liquide unique qui associe les bienfaits de la fermentation à un véritable concentré de micronutriments essentiels comme le magnésium, les acides aminés, les antioxydants, les vitamines et bien d'autres encore. Et je voulais vous parler plus particulièrement de la version Pianto agrumes, car il existe effectivement une version Pianto agrumes et elle est super intéressante parce que au cœur de l'hiver, on a tendance à manquer souvent de nutriments essentiels dont la vitamine C. Cette petite vitamine, elle est bien connue de tous, mais elle est souvent oubliée et pourtant son rôle dans la santé est majeur. Elle est notamment le pilier de l'immunité, elle va vraiment stimuler la production et l'activité des globules blancs qui sont essentiels pour lutter contre les infections, mais c'est aussi un puissant antioxydant puisque la vitamine C, elle protège les cellules contre les dommages causés par les radicaux libres, qui sont des molécules instables produites notamment par le stress, la pollution aussi, donc ça concerne aussi tout ce qu'on a dit dans cet épisode, et aussi l'inflammation. Et elle contribue aussi à ralentir le vieillissement cellulaire et à réduire les risques de maladies chroniques comme les maladies cardiovasculaires, cancers, etc. Et puis cette petite vitamine C, elle permet aussi de mieux absorber le fer issu des végétaux et donc éviter les carences de fer qui ont tendance à nous mettre KO. Je m'arrête là, mais je pourrais continuer encore longtemps parce que la vitamine C, c'est vraiment une clé à tout faire, indispensable à notre bonne santé et notre vitalité. Et pour faire le plein de vitamine C, on peut miser bien sûr sur les fruits et légumes bio, vous l'aurez compris, qui en contiennent, comme le kiwi, l'orange, le brocoli, les épinards, et on n'hésite pas à se supplémenter, notamment en hiver, par exemple avec une dose de Pianto agrumes qui apporte tous les besoins journaliers en vitamine C, ainsi que des micronutriments comme le magnésium, le manganèse et des vitamines du groupe B. C'est quand même pas mal et au cœur de l'hiver, ça peut faire une bonne différence. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez profiter de ce concentré de vitalité avec 10% de réduction grâce au code Pianto10. Voilà, j'en arrive à la fin de cet épisode. J'espère encore une fois qu'il vous aura été utile et que vous allez pouvoir mettre en place des petites choses dans votre quotidien avec la satisfaction de faire les bonnes choses pour votre santé. Je vous rappelle aussi, si vous souhaitez approfondir un petit peu plus les troubles digestifs et améliorer vos consultations digestives, je vous rappelle que j'ai une formation gratuite qui s'appelle Les clés pour une consultation digestive efficace. C'est une formation gratuite sur 5 jours pour les naturopathes et professionnels du soin qui accompagnent des personnes souffrant de troubles digestifs et qui souhaitent élever leur pratique à un niveau supérieur. Je vous remets le lien en description de cet épisode. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode et en attendant, prenez bien soin de vous.